Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. On va partir à la rencontre du youtubeur Poisson Fécond, un créateur de contenu culturel, créatif et décalé dont on découvre le portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Alors je vais vous parler d'une méthode publicitaire nommée ambush marketing ou marketing d'embuscade. En français, ça désigne des pubs qui surfent sur les grands événements sportifs comme les JO par exemple sans payer le moindre droit. Et ça marche particulièrement à l'heure des réseaux, on en parle tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre question du jour. Comment changer les perceptions et encourager davantage de femmes et de jeunes filles à s'engager dans les métiers techniques et d'ingénierie? On va discuter aujourd'hui des résultats d'une enquête nationale menée par Elle Bouge en partenariat avec Opinionway. Une enquête qui dévoile, vous allez voir, comment les choix d'orientation des jeunes filles dans les filières scientifiques, techniques et d'ingénierie sont encore influencés par les stéréotypes de genre. Et on en parle avec notre invitée aujourd'hui, Amel Kefif. Bonjour. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver sur le plateau. Vous êtes la directrice générale d'Elle Bouge. On en parle dans un instant avec vous, juste après le focus. Il se posait un bon nombre de questions atypiques et il a choisi d'y répondre pour les autres. Poisson Fécond, c'est son nom, est un influenceur qui possède près de 3,5 millions d'abonnés sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et il est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Jean Martineau. Est-ce que vous avez déjà eu des fourmis, que ce soit dans une jambe, un bras ou le visage? Et peut-être même qu'il vous est arrivé d'avoir du mal à trouver vos mots, à parler distinctement. Alors ça, sur le papier, ça n'a pas l'air grave, mais lorsqu'on les additionne, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Qu'est-ce que l'on ressent lors d'un AVC ou d'une crise cardiaque? Quel est le meilleur endroit où vivre entre le plus haut et le plus bas sur Terre? Est-ce mieux d'être sourd ou aveugle? Qu'est-ce qu'il nous arrive quand on boit 5 litres d'huile d'olive? Ou encore des astuces pour survivre dans certaines conditions et des sujets traités en 360 secondes chrono? Voilà quelques exemples pour résumer la chaîne YouTube de Chris Contidier, plus connu sous le nom de Poisson Fécond. Accompagné généralement de Gus, un personnage fictif qu'il a inventé afin de mieux schématiser ses vidéos, Chris ne se contente pas de répondre à des sujets simples. Le youtubeur aux 3 500 000 abonnés ajoute une touche d'humour, de mise en scène et même d'interaction avec sa communauté afin que les explications scientifiques prennent plus de légèreté. Chris se décrit d'ailleurs lui-même comme étant un créateur de contenu culturel, créatif et décalé. Bon alors déjà, à partir de quand exactement on commence à vieillir? C'est vrai ça. Vieillir, c'est pas juste avoir des cheveux blancs ou marcher à 90 degrés quoi. Et c'est pas non plus sympathiser un peu trop longtemps avec les caissiers au supermarché. C'est pas ça. En moyenne, on estime que le vieillissement commence plutôt à partir de 30 ans. Donc Gustave, prépare-toi à revenir légèrement en arrière dans ton passé. On va te rajeunir Gustave. Hein? Après, de toute façon, c'est pas son apparence physique qu'il faut regarder. En fait, le début du vieillissement, ça se passe dans son crâne. Parce qu'en effet, notre cerveau et notre système nerveux, ils arrivent à maturité à 30 balais. Et donc, une fois le pic atteint, il commence doucement à se détériorer, quoi. Ça se bat en sucette, quoi, gentiment. Vidéaste depuis 2011, le diplômé d'une licence en psychologie a toujours déclaré faire des vidéos pour les autres. C'est donc dès ses débuts sur YouTube que Chris lance une série nommée Les Mini-Cours. 12 ans plus tard, la chaîne de Poisson Fécond a évolué, les abonnés ont explosé, mais le concept et les idées sont restées. Celui qui faisait des vidéos pour les autres a maintenant trouvé preneur. Aujourd'hui, la chaîne de Chris est la preuve qu'il n'existe pas de questions bêtes et que tout peut s'expliquer. Sur ce, nous on se retrouve à la prochaine vidéo et je vous dis bye bye. Allez, autre chose maintenant. Malgré des initiatives pour encourager les jeunes filles à embrasser ces métiers, elles ne représentent que 28% des diplômés dans le domaine de l'ingénierie. Alors, la question qu'on va se poser dans un instant, c'est quels facteurs influencent leur choix, quels obstacles aussi rencontrent-elles et comment surtout les dépasser? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Amel Kefif, la directrice générale d'Elle Bouge. Amel, qu'est-ce qui a motivé d'abord Elle Bouge à commander cette nouvelle étude avec Opinionway sur l'orientation genrée des carrières en 2024? Eh bien, on a voulu comprendre pourquoi les filles se dirigeaient de moins en moins dans les carrières scientifiques et techniques. Qu'est-ce qui motivait leur orientation à choisir ou ne pas choisir. Et on a posé également la question aux femmes actives, aux étudiantes, de manière à comprendre qu'est-ce qui a motivé ces femmes actives qui travaillent aujourd'hui dans ces industries et qui sont ingénieurs, et ces jeunes filles, ces étudiantes qui ont choisi certainement une filière scientifique et technique et qui choisiront de ne pas aller vers l'industrie. Qu'est-ce qui a motivé leur orientation. Alors les résultats justement les plus surprenants de cette étude concernant les biais de genre dans les choix d'orientation professionnelle, quels sont-ils? Quels sont ceux qui, quand vous les avez découverts, vous vous êtes dit mais c'est pas possible, il y a encore un peu de boulot?
Il n'y a pas un peu de boulot, il y a encore beaucoup de boulot. Oui. On le savait, on ne s'attendait pas non plus à des miracles. Mais le premier chiffre qui ressort, c'est que 82% des femmes ont été confrontées à l'école à des stéréotypes de genre. Donc on a aujourd'hui, sur notre enquête avec Opinionway, plus de 6000 personnes qui ont répondu, aussi bien de la communauté Elle Bouge qu'en plus large, avec essentiellement des femmes ingénieures, des étudiantes en école de l'enseignement supérieur, et 82% ont précisé qu'elles avaient été victimes de stéréotypes durant leurs études à l'école. Est-ce qu'on sait de qui ça vient? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui leur est dit justement dans le cadre de ces stéréotypes? On les soutient pas dans leur choix scolaire, d'études scientifiques. C'est pas fait pour les filles. Non, pourquoi tu veux faire ingénieur? T'as pas d'assez bons résultats. On avait 2 tables rondes hier durant la remise de ce rapport, et l'une des étudiantes a dit, en fait, on m'a dit que, est-ce que t'es sûre tu vas être la seule fille dans la classe? Et c'est la seule chose qu'on lui a dit, vraiment pour soit freiner ou vraiment lui faire prendre conscience, alors même que c'était son choix. Les filles, c'est pas fait pour la technique, c'est trop dur. Voilà, donc tout ce qui est intégré, mais dès l'enfance et tout au long du parcours scolaire. Et c'est là où notamment vous intervenez. On va parler aussi des jeunes, justement, parce qu'avant la réforme du bac en 2019, 85% des filles suivaient des cours de mathématiques. Et ce que montre aussi votre étude aujourd'hui, c'est que ce chiffre est tombé à 25% à la suite justement des changements dans le programme. Ça a de fait aussi impacté le nombre de filles choisissant des carrières scientifiques. C'est mathématique, absolument. La réforme du bac, elle est catastrophique. Elle a anéanti 25 ans d'efforts où on avait une parité en classe scientifique filles-garçons, donc avec un vivier de filles aussi important que les garçons. Donc ensuite, il y a tout le travail d'accompagnement vers les écoles de l'enseignement supérieur en sciences et en tech. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est plus de quasiment 70%, même plus de 70%. Oui, tout à fait. De filles, en moins de filles qui ont dans leur tronc commun 6 heures de maths et de sciences, mais c'est aussi moins 34% de garçons. Donc on a un vivier qui s'amoindrit pour l'entrée en concours d'école. C'est intéressant ce que vous dites, c'est que ça touche aussi les garçons. Bien sûr, on sait que les filles arrêtent naturellement à cause des stéréotypes et de la non-motivation de leurs prescripteurs d'orientation, que ce soit la famille, les professeurs, les médias, la société, vers les maths. Donc elles arrêtent naturellement. Mais les garçons qui sont pas très bons ou pas sur 2 ou qu'on ne pousse pas ou qui ne connaissent pas, parce qu'il y a quand même le facteur information. Quelle est la formation à l'orientation qu'on leur donne? Aujourd'hui, on a un conseiller d'orientation pour 5 établissements en France. Ça veut dire une demi-heure de réunion en 3e avec un élève et le conseiller d'orientation. C'est trop peu si on n'a pas un environnement favorable à discuter de ces études. Donc oui, moins 34% de garçons aussi. Et ça, ce sont les chiffres du collectif Maths et Sciences. Et ça contribue aussi, on le comprend, à la pénurie aussi d'ingénieurs en France qui se fait grandissante. Absolument. L'incidence sur le recrutement, la place des ingénieurs en France, elle est de toute façon complètement impactée par le vivier dès l'école qui s'est complètement amenuisé. Qu'est-ce que vous demandez alors à la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Enseignement supérieur, maintenant qu'ils ont été nommés? On a, grâce à cette enquête et tous les chiffres qu'on a sortis, fait une liste de recommandations et on a 4 recommandations phares à l'attention des institutionnels, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et des entreprises. Et au gouvernement, aux institutionnels, vraiment dans son entièreté, on leur demande d'organiser, de créer une grande campagne de sensibilisation au grand public. Il faut toucher les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les enfants et même les adolescents. Une campagne de sensibilisation à l'égalité et donc aux stéréotypes de genre. À l'éducation nationale, on demande une formation à tous les professeurs, vraiment tout corps professoral, sur les biais concernant le genre, parce que ce sont des biais inconscients. Naturellement, les profs interrogent plus facilement les garçons que les filles. Il y a vraiment des études qui ont été montrées en maths et en sciences. Et c'est exactement l'inverse dans les cours littéraires. À l'enseignement supérieur, nous avons fait une recommandation de favoriser l'entrée des filles au concours et donc d'avoir une discrimination positive parce que l'entrée au concours dans les grandes écoles scientifiques, on a beaucoup plus de garçons et une toute petite proportion de filles. Donc quand ça se joue à la virgule près de points, au petit bonus, au dossier, évidemment, la proportion est telle que mathématiquement, les filles ne se retrouvent pas dans les listings, donc dans les listes de choisis, donc faire 2 listes. Et enfin, la dernière recommandation,
formation auprès des entreprises, c'est là aussi de former les managers au biais de genre dans leur entreprise. La dernière fois que vous êtes venu, vous nous aviez dit qu'Elle-Bouge collaborait notamment avec le gouvernement, ça vous nous l'avez dit, et aussi avec les fabricants de jouets pour les rendre moins genrés, éviter bien sûr le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, inciter aussi la curiosité scientifique pour les jeunes filles. On en est où de tout ça? Est-ce que les choses commencent à bouger? Alors ça bouge, on ne peut pas dire que ça bouge pas. C'est la charte des jouets scientifiques qui a été signée donc avec le ministère de l'Industrie. C'est une charte qui vise les fabricants et les distributeurs à soit mettre les deux genres sur les jouets, donc on comprend bien que c'est aussi bien pour les filles que les garçons, soit à ne pas mettre de genre, à dégenrer. Et également pour les lignes de vente dans les magasins où on voit bien la ligne rose, on voit bien la ligne bleue. Et comme ce sont les parents, les grands-parents qui achètent les jouets, surtout au moment de Noël, le biais inconscient de stéréotype, il est déjà physiquement présent. Il touche tout le monde en fait. C'est ce que vous nous dites, c'est culturel. C'est culturel. Mais ce qui fait aussi sans doute que c'est de plus en plus difficile aussi de sensibiliser ces gens-là et de changer quelque part des habitudes et des modes de pensée. On l'imagine, d'où la sensibilisation qui pour vous est la solution numéro 1. C'est la solution numéro 1, sensibiliser, faire comprendre, parce qu'il n'y a pas de malveillance, c'est qu'il faut comprendre où sont les biais, on en a tous, et donc c'est comprendre où sont les biais, comment les contrer, et comprendre pourquoi l'importance de sensibiliser aura un effet absolument positif sur toutes les strates de la société. Donc c'est la recette magique, s'il y en avait une en tout cas, pour influencer les choix de carrière des jeunes filles. Qu'est-ce qui est le plus important à faire aussi pour déconstruire justement les stéréotypes sur les métiers scientifiques? On le sait, Elle-Bouge, c'est aussi toute une communauté de mentors, vous travaillez avec des entreprises, etc. Pour vous, ça c'est vraiment la preuve par l'exemple qui fonctionne auprès de ces jeunes filles et quelque part, présentation de rôle modèle aussi en disant, tu vois, c'est possible et tu peux y arriver. Une femme sur 3 dans notre enquête a dit qu'elle avait manqué de rôle modèle dans son orientation. Une femme sur 3, c'est vraiment un chiffre qui montre que la présence féminine dans ces métiers, dans ces études est nécessaire, et cette représentation. Donc la représentation, c'est dans les livres d'école, dans les jouets, dans les réseaux sociaux, à la télé, dans les youtubeurs, vous en aviez parlé juste avant. On doit représenter les femmes. Donc Elle-Bouge, c'est plus de 11 000 marraines aujourd'hui qui témoignent de leur parcours professionnel, scolaire, de leur carrière passionnante, épanouissante, dans des industries lourdes, dans des industries tech. Et c'est là que ça donne, en fait, ça plante les graines auprès des filles. Notre objectif, il est vraiment de leur dire, si tu en as envie, c'est possible, tu ne connais pas, mais voici ce qui se présente à toi, en tout cas en France. C'est vraiment apporter un complément d'orientation et qu'elle fasse des choix par connaissance et pas par méconnaissance. Et tout ça, ça se passe évidemment à toutes les strates des hiérarchies, toutes les strates de la société. On va en parler dans un instant parce que c'est évidemment absolument essentiel. Merci beaucoup. En tout cas, Amel, on va continuer à parler dans un instant de ce sujet ensemble. Mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Amel Kessif, la directrice générale d'Elle-Bouge. Mais juste avant, Amel, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech.
Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui des campagnes publicitaires qui, pendant les JO, ont surfé sur l'événement sportif du siècle, ça c'est sûr, avec des détournements, des citations ou des jeux de mots toujours plus inventifs. Et en anglais, ça s'appelle l'ambush marketing. Exactement. Quand la publicité surfe sur l'actualité, sur le succès d'un film, sur un festival de cinéma ou sur l'événement sportif le plus commenté du siècle, enfin en tout cas de la décennie, ça c'est sûr, les professionnels du secteur parlent en effet de ambush marketing, en français, marketing d'embuscade. Vous n'avez pas pu passer à côté cet été du flot de pubs qui jouait justement sur la JO-philie ou au contraire sur la géophobie. Combien de réclames n'ont pas tenté d'offrir des solutions de repli aux Parisiens éprouvés par ce rapt de leur ville chérie pour nous proposer de choisir la natation dans la Seine pour se rendre au boulot plutôt que la voiture ou les bouchons, de choisir une marque de VTC recommandée par une autre concurrente afin de garder sa flotte disponible pour les Parisiens, ou de prendre carrément le large en choisissant d'aller vraiment sous l'eau turquoise plutôt que d'être sous celle métaphorique et grise de Paris. Tous les publicitaires cet été ont rivalisé en embuscade pour se jouer de l'actu. Ça donne envie en tout cas. Ce que vous voulez dire, Jeanne, c'est que les publicitaires ils profitent du rayonnement des JO sans s'acquitter d'aucun droit, c'est ça ? Absolument. Et en fait, tout ça au sein d'un système huilé qui est celui des sponsors officiels des JO, des partenaires donc mondiaux, aux partenaires nationaux, eux-mêmes classés en premium, officiel ou supporters. 84 acteurs comptés par le Parisien qui financent l'événement. Quand d'autres, donc sponsors totalement officieux, venaient parasiter l'événement au KLM Philippines. Qui n'a pas vu, par exemple, la pub pour les hamburgers de Ronald le clown ? Je vais rivaliser d'inventivité pour paraphraser les noms de marques. Qui jouait donc sur les petits noms donnés par les gens du monde entier à leur sandwich préféré, Mickey Lee's, Macari ou encore Mai Dang Lao. Bref, alors que la firme, elle avait été le sponsor des JO pendant 40 ans, mais avant de finir par en divorcer à cause notamment des critiques et des attaques répétées des professionnels de la santé. Et ces pratiques embusquées, elles ont pu aller loin. Dans certains autres cas, on peut citer la marque de vêtements de sport à 3 bandes, suivez mon regard et ma pensée, qui a tout simplement construit un stade Porte de la Chapelle ou créé 8 hologrammes géants d'athlètes français qui avaient illuminé le ciel parisien au sommet de leur magasin des Champs-Élysées. On avait pu les voir en juillet. On a reconnu Antoine Dupont notamment. Mais alors Jeanne, comment c'est possible ces pratiques ? Est-ce que ça veut dire qu'elles passent quand même entre les mailles du filet de la législation ? Alors c'est possible en étant par exemple pour la marque de Adidas partenaire non pas des JO mais d'autres éléments sportifs, d'autres structures sportives ou d'autres équipes comme l'équipe de France de handball ou d'athlétisme, et en faisant figurer leurs égéries telles que Dupont ou Karabatic, qui donc ne sont pas forcément qui s'avèrent aussi participer aux JO évidemment. Et donc c'est aussi par exemple le cas en ayant le talent d'acrobate du marketeur d'embuscade, en se situant parfois à la frontière entre publicité ou événements politiques. Par exemple, ça avait été un cas un peu historique avec des étudiants qui avaient fait du photobombing pendant la campagne d'Obama. Un groupe de jeunes en recherche d'argent de poche avait été payé par une marque de vêtements américaine pour rester quasi quotidiennement derrière le candidat à la présidentielle américaine. Bref, et ce phénomène, vous l'imaginez bien, il est de plus en plus légion, il cesse de s'amplifier quand il s'agit évidemment de le relayer sur les réseaux sociaux et évidemment de profiter de son goût viral pour le détournement. Mais sauf que ça pose question quand les mèmes sont faits par des marques. J'en veux pour preuve, par exemple, ces mèmes où le VTC parisien dont on parlait tout à l'heure, lui joue sur ceux qui préfèrent la flemme à la flamme avec toute une déclinaison de mèmes, ou encore un organisme de paris sportif qui, lui, salue l'inénarrable Léon Marchand, que même les dauphins ne prennent pas en duel. Évidemment. Est-ce qu'il y a des solutions malgré tout, Jeanne, pour réguler un peu la pratique ? Alors on a évidemment des éléments protégés par le code de la propriété intellectuelle, évidemment la torche dessinée par le Hanner, les jalons olympiques, les musiques officielles, mais les symboles universels que sont le flambeau, ou que sont l'amour du sport ou d'un art, ne peuvent pas être protégés en tant que tels. Et c'est souvent donc la responsabilité du publicitaire qui parfois accepte de prendre des risques si jamais il pense que le jeu en vaut la chandelle, ou en tout cas
cas que ce pourquoi il fait de la pub, eh bien, en vaut le coup de prendre un risque. Je finirai donc avec 2 campagnes d'embuscade qui ont particulièrement résonné cet été. Celle de la SANEF sur nos routes de France qui alertait des dangers de la route, évidemment, en faisant des clins d'œil à Teddy Riner ou à Léon Marchand. On l'a tous vu si on a pris la route cet été. Ou encore, je finirai avec cette campagne assez marquante de la WWF qui nous rappelait les pics de chaleur, de crues, de cyclones, d'incendies qui ont marqué toute cette année, où dans une sorte d'euphorie un peu et d'espoir invaincu, on célébrait les JO, et qui nous livre le message important qui est que parfois les plus beaux records sont ceux que l'on décide de ne pas gagner. Ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas, Jeanne, pour cette chronique. On va lancer ensemble la deuxième partie du talk. Et on continue de parler justement de l'inclusion des jeunes filles et de leur orientation scolaire, notamment dans les métiers techniques et de l'ingénierie, avec notre invitée aujourd'hui, Amel Kefif, la directrice générale d'El Bouge. Amel, j'avais une question depuis le début de cette émission. Est-ce que vous avez en tête l'histoire d'une jeune fille qui vous a marqué, qui a peut-être aussi changé sa perception de son orientation professionnelle, de ses aspirations professionnelles, après avoir rencontré un mentor chez El Bouge ou avoir participé à l'une de vos actions? Oui, j'en rencontre tous les ans depuis que je suis chez El Bouge. Et ma première année chez El Bouge, j'ai compris qu'en quelques secondes, on pouvait déconstruire des stéréotypes, vraiment en un claquement de doigts. On avait organisé durant la semaine de l'industrie avec Bercy une visite du leader mondial de la fabrication de réservoirs à essence et moteur hydrogène. On a emmené une classe de 3e de filles et autant vous dire que quand on leur dit qu'elles vont aller visiter le siège social d'une entreprise spécialisée dans le secteur automobile, on était à un niveau de motivation qui était néant. Bon, le fait est qu'elles y sont allées. C'est ça aussi la puissance d'El Bouge, c'est que c'est le professeur dans l'orientation des filles qui décide de les emmener et de leur faire découvrir des choses vers lesquelles elles n'auraient pas été naturellement. Et quand elles ont rencontré les 7 ingénieurs et techniciennes qui les attendaient, elles ont compris ce qu'était une femme dans le secteur de l'automobile. Parce qu'elles se sont imaginées une usine de production avec les mains dans le cambouis, une combinaison, plus aucune féminité, donc des choses qui sont très importantes quand on est une ado et même plus tard. Et donc en quelques secondes, elles se sont dit, ok, c'est ça être une femme de l'automobile. Les graines étaient plantées. Ouais, ça me plaît, donc moi aussi je peux le faire. Jeanne, est-ce que vous avez eu à l'école ou au lycée des visites dans des entreprises, dans ces secteurs-là, de la tech, de l'ingénierie? Ah mais alors vraiment pas du tout, pas une seconde. Non. C'est quelque chose qui vous même à part en option où on fait des voyages, moi j'avais pas de visite à mon époque lointaine, j'avais pas de visite dans des entreprises d'aucune sorte. C'est quelque chose qui aurait pu vous plaire ou qui aurait pu vous conforter dans un choix d'orientation ou dans un autre? Peut-être. Qui aurait pu même qui m'apporter de parler de la tech et en même temps de la culture. Moi, je suis un peu entre les deux, donc. C'est vrai. Ça aurait pu, bien sûr. Vous y êtes en tout cas. El Bouge a aussi récemment commencé à travailler avec les écoles primaires pour déconstruire les stéréotypes tôt et éveiller l'intérêt pour les STEM, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on a lancé officiellement El Bouge en primaire en 2021. Donc c'est un programme en 3 temps, avec d'abord une visite de nos marraines au sein d'une classe, donc du CE2 au CM2, avec un jeu de cartes qu'on a créé et qui va permettre en fait de comprendre à l'ensemble de la classe, filles et garçons, qu'il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, il y a des métiers tout court. Donc là, on parle vraiment de l'ensemble des métiers, avec des cartes qui vont représenter un facteur, une factrice, un pompier, une pompière, un laborantin, une laborantine, voilà. Donc tous les métiers et à tous les niveaux d'études. On a fait ça parce qu'on est persuadé que plus tôt on déconstruit les stéréotypes sur la perception des métiers et plus tôt on arrivera à peut-être déconstruire ce chiffre qui sort de notre enquête où 42% des femmes interrogées ne se sont pas senties à leur place pendant leurs études. Voilà, donc ça aussi, dans la représentation, c'est important. Le deuxième temps de ce programme El Bouge en primaire, c'est la visite en entreprise ou en salon professionnel, justement. On est vraiment chez El Bouge le lien entre l'école et l'entreprise. On finance des bus de déplacement de l'école jusqu'au salon professionnel ou jusqu'à la visite événementielle qu'on organise. Mais comment ça se passe au primaire alors ? Qu'est-ce qu'ils visitent comme salon professionnel par exemple, cette année, ils sont allés visiter Global Industrie à Villepinte, une classe de CM1. Donc c'est un salon B2B, vraiment et sur la mécanique. C'est vraiment un salon où on va avoir les fabricants de boulons, de verres, de cockpits. Donc c'est
pas glamour. Non, c'est pas glamour, mais en tout cas, c'est pas non plus commun. C'est pas ce qu'ils font tous les jours à l'école. Absolument. Ouais. Mais néanmoins, nos partenaires et même les autres fabricants qui étaient sur place, en tout cas industriels, ont accueilli les enfants en disant, en fait, c'est ça. C'est ça, il faut qu'ils comprennent dès petits que l'industrie c'est sympa, c'est fun, parce qu'on va vraiment aussi, l'industrie elle a une image poussiéreuse, ardue, physique, on a encore les 3-8 dans la tête, donc c'est plus du tout ça. Et là on découvre un salon hyper innovant avec des escape games, des concours de bolides où il y a des équipes de filles, de garçons. Il y a de quoi s'éclater. Exactement. J'ai une question par rapport justement au vocabulaire que tu utilisais dans ces cartes de jeu. Est-ce que vous avez dit pompière, parce que je pense au Moyen-Âge où il y avait beaucoup plus de versions féminines des noms de métiers qui correspondaient probablement à une réalité. Est-ce que vous dites pompière? Vous utilisez ces mots au féminin, vous avez aussi un engagement au sein du langage, même pour déconstruire les biais qui y sont logés? Non seulement on a un engagement, mais c'est une recommandation de féminiser tous les noms des métiers. On organise tous les ans notre forum Réseau et carrière au féminin, qui est un forum de recrutement 100% féminin à l'attention des entreprises pour les étudiantes, les jeunes diplômés, les femmes diplômées et les femmes en conversion professionnelle, notamment dans des métiers techniques où il y a une tension de l'emploi extrême et donc une assurance de retrouver un emploi ou en tout cas de retourner dans l'activité forcément. Et donc on demande à nos partenaires de bien féminiser les métiers parce que vous recherchez bien une responsable de maintenance. Vous cherchez bien une ingénieure directrice en R&D. C'est comme ça qu'on se projette. En fait, on ne se projette que dans ce qu'on connaît parce que si on cherche un chef de chantier FH, le garçon, il va tout de suite se projeter, mais une fille, un chef, et puis le FH, voilà. Ouais. Et ce vers quoi on pousse également, c'est la mixité. C'est bien l'objectif d'Elle Bouge, la mixité des équipes, mais notamment la mixité des équipes pour celles qui écrivent les offres d'emploi. Parce qu'il y a des tests qui ont été menés sur des offres d'emploi écrites essentiellement par des garçons, essentiellement écrites par des femmes et des équipes mixtes. Celles avec des équipes mixtes attirent plus de filles et de garçons. Voilà, parce que il y a une utilisation des verbes qui est différente, la mise en avant des avantages qui est différente, et donc de toute façon on le sait, la mixité des équipes, la diversité même apporte une performance qui croît de 25 à 40% selon les entreprises. Un sujet sur lequel vous êtes très engagé et pour lequel vous militez effectivement. Alors votre association, elle plaide aussi en faveur de changements politiques. On en a parlé, notamment la réintroduction des mathématiques dans le tronc commun et notamment au lycée. Et ça veut dire qu'à chaque gouvernement, on vous aura pas échappé que ça y est, on a enfin un gouvernement, mais à chaque gouvernement, vous devez relancer les échanges et redire ce que vous pensez être juste et important et bien pour ces jeunes filles et pour la diversité et la mixité. Absolument, c'est notre rôle, ainsi que toutes les associations en France, c'est sensibiliser le ministre en place, reprendre la feuille de route du président de la République, du Premier ministre et reprendre avec lui réindiquer ce qu'on a fait avec son prédécesseur ou sa prédécesseur et continuer de travailler. On a la chance aussi de travailler avec des conseillers qu'on retrouve et donc qui connaissent les dossiers et qui peuvent reprendre la main avec leur ministre. Un combat qui ne s'arrête pas et un travail de longue haleine en tout cas. Merci. De patience. Oui, j'imagine aussi. Merci infiniment en tout cas, Amel Kefif, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Elle Bouge. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours, dès demain, 12h30, et toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.